Chapitre 24 vers la dissolution. Après avoir envisagé la fin même du cycle, il nous faut maintenant revenir en arrière en quelque sorte, pour examiner plus complètement ce qui, dans les conditions de l'époque actuelle, peut contribuer effectivement à mener l'humanité et le monde vers cette fin. Et à cet égard, nous devons distinguer deux tendances qui s'expriment par des termes en apparence antinomiques. D'une part, la tendance vers ce que nous avons appelé la solidification du monde, dont nous avons surtout parlé jusqu'ici, et d'autre part, la tendance vers sa dissolution, dont il nous reste encore à préciser l'action, car il ne faut pas oublier que toute fin se présente forcément en définitive comme une dissolution du manifesté comme tel. On peut d'ailleurs remarquer que, dès maintenant, la seconde de ces deux tendances semble commencer à devenir prédominante. En effet, tout d'abord, le matérialisme proprement dit, qui correspond évidemment à la solidification sous sa forme la plus grossière, on pourrait presque dire à la pétrification par analogie avec ce que le minéral représente sous ce rapport, a déjà perdu beaucoup de terrain, du moins dans le domaine des théories scientifiques et philosophiques, sinon encore dans celui de la mentalité commune. Et cela est tellement vrai que, comme nous l'avons indiqué plus haut, la notion même de la matière, dans ces théories, a commencé à s'évanouir et à se dissoudre. D'autre part, et corrélativement à ce changement, l'illusion de sécurité qui régnait au temps où le matérialisme avait atteint son maximum d'influence, et qui alors était en quelque sorte inséparable de l'idée qu'on se faisait de la vie ordinaire, s'est en grande partie dissipée du fait même des événements et de la vitesse croissante avec laquelle ils se déroulent. Si bien qu'aujourd'hui, l'impression dominante est, au contraire, celle d'une instabilité qui s'étend à tous les domaines. Et comme la solidité implique nécessairement la stabilité, cela montre bien encore que le point de plus grande solidité effective dans les possibilités de notre monde a été non seulement atteint, mais déjà dépassé, et que par conséquent, c'est proprement vers la dissolution que ce monde s'achemine désormais. L'accélération même du temps, en s'exagérant sans cesse et en rendant les changements toujours plus rapides, semble aller d'elle-même vers cette dissolution. Et à cet égard, on ne peut pas dire que la direction générale des événements a été modifiée, car le mouvement du cycle continue bien à suivre sa même marche descendante. D'ailleurs, les théories physiques auxquelles nous faisons allusion tout à l'heure, tout en changeant aussi de plus en plus rapidement comme tout le reste, ne font que prendre un caractère de plus en plus exclusivement quantitatif, allant jusqu'à revêtir entièrement l'apparence de théories purement mathématiques. Ce qui d'ailleurs, comme nous l'avons déjà remarqué, les éloigne toujours davantage de la réalité sensible qu'elles prétendent expliquer, pour les entraîner dans un domaine qui ne peut se situer qu'au-dessous de cette réalité, suivant ce que nous avons dit en parlant de la quantité pure. Le solide, du reste, même à son maximum concevable de densité et d'impénétrabilité, ne correspond nullement à la quantité pure, et il a toujours au moins un minimum d'éléments qualitatifs. Il est d'ailleurs quelque chose de corporel par définition, et même, en un sens, ce qu'il y a de plus corporel. Or, la corporéité implique que l'espace, si comprimé qu'il puisse être dans la condition du solide, lui est cependant nécessairement inhérent. Et l'espace, rappelons-le encore, ne saurait aucunement être assimilé à la quantité pure. Si même, en se plaçant momentanément au point de vue de la science moderne, on voulait d'une part réduire la corporéité à l'étendue comme le faisait Descartes, et d'autre part ne considérer l'espace lui-même
que comme un simple mode de la quantité. Il resterait encore ceci, qu'on serait toujours dans le domaine de la quantité continue. Si l'on passe à celui de la quantité discontinue, c'est-à-dire du nombre, qui seul peut être regardé comme représentant la quantité pure, il est évident que, en raison même de cette discontinuité, on n'a plus aucunement affaire au solide ni à quoi que ce soit de corporel. Il y a donc, dans la réduction graduelle de toute chose au quantitatif, un point à partir duquel cette réduction ne tend plus à la solidification. Et ce point est en somme celui où l'on en arrive à vouloir ramener la quantité continue elle-même à la quantité discontinue. Les corps ne peuvent plus alors subsister comme tels, et ils se résolvent en une sorte de poussière atomique, sans consistance. On pourrait donc à cet égard parler d'une véritable pulvérisation du monde, ce qui est évidemment une des formes possibles de la dissolution cyclique. Cependant, si cette dissolution peut être envisagée ainsi à un certain point de vue, elle apparaît aussi, à un autre point de vue, et suivant une expression que nous avons déjà employée précédemment comme une volatilisation. La pulvérisation, si complète qu'on la suppose, laisse toujours des résidus, fussent-ils véritablement impalpables. D'un autre côté, la fin du cycle peut être pleinement effective, implique que tout, pour être pleinement effective, implique que tout ce qui est inclus dans ce cycle disparaît entièrement en tant que manifestation. Mais ces deux façons différentes de concevoir les choses représentent l'une et l'autre une certaine partie de la vérité. En effet, tandis que les résultats positifs de la manifestation cyclique sont cristallisés pour être ensuite transmués en germes des possibilités du cycle futur, ce qui constitue l'aboutissement de la solidification sous son aspect bénéfique, impliquant essentiellement la sublimation qui coïncide avec le retournement final, ce qui ne peut être utilisé ainsi, c'est-à-dire en somme tout ce qui ne constitue que des résultats négatifs de cette même manifestation, est précipité sous la forme d'un caput mortuum au sens alchimique de ce terme, dans les prolongements les plus inférieurs de notre état d'existence, ou dans cette partie du domaine subtil qu'on peut véritablement qualifier d'infracorporel. Mais dans les deux cas, on est également passé dans des modalités extracorporelles, supérieures pour l'un et inférieures pour l'autre. De sorte qu'on peut dire, en définitive, que la manifestation corporelle elle-même, en ce qui concerne le cycle dont il s'agit, s'est réellement évanouie ou volatilisée, entièrement. On voit que, en tout cela, et jusqu'au bout, il faut toujours considérer les deux termes qui correspondent à ce que l'hermétisme désigne respectivement comme coagulation et solution. Et cela des deux côtés à la fois. Du côté bénéfique, on a ainsi la cristallisation et la sublimation. Et du côté maléfique, on a la précipitation et le retour final à l'indistinction du chaos. Maintenant, nous devons nous poser cette question. Pour arriver effectivement à la dissolution, suffit-il que le mouvement par lequel le règne de la quantité s'affirme et s'intensifie de plus en plus soit en quelque sorte laissé à lui-même et se poursuive purement et simplement jusqu'à son terme extrême? La vérité est que cette possibilité, que nous avons d'ailleurs envisagée en partant de la considération des conceptions actuelles des physiciens et de la signification qu'elle comporte en quelque sorte inconsciemment. Car il est évident que les savants modernes ne savent aucunement où ils vont. Répond plutôt à une vue théorique des choses, vue unilatérale, qui ne représente que d'une façon très partielle ce qui doit avoir lieu réellement. En fait, pour délier les nœuds résultant de la solidification qui s'est poursuivie jusqu'ici, et nous employons intentionnellement ici ce mot de nœud
qui évoque les effets d'un certain genre de coagulation relevant surtout de l'ordre magique. Il faut l'intervention, plus directement efficace à cet égard, de quelque chose qui n'appartient plus à ce domaine, somme toute fort restreint, auquel se réfère proprement le règne de la quantité. Il est facile de comprendre parce que nous avons déjà indiqué occasionnellement qu'il s'agit là de l'action de certaines influences d'ordre subtil, action qui a d'ailleurs commencé depuis longtemps à s'exercer dans le monde moderne, quoique d'une façon assez peu apparente tout d'abord, et qui même a toujours coexisté avec le matérialisme depuis le moment même où celui-ci s'est constitué sous une forme nettement définie. Ainsi que nous l'avons vu à propos du magnétisme et du spiritisme, en parlant des emprunts que ceux-ci ont faits à la mythologie scientifique de l'époque où ils ont pris naissance. Comme nous le disions aussi précédemment, s'il est vrai que l'emprise du matérialisme diminue, il ne convient pourtant guère de s'en féliciter, car la descente cyclique n'est pas encore achevée. Les fissures auxquelles nous faisons alors allusion, et sur la nature desquelles nous allons avoir bientôt à revenir, ne peuvent se produire que par le bas. Autrement dit, ce qui interfère par là avec le monde sensible ne peut être rien d'autre que le psychisme cosmique inférieur, dans ce qu'il y a de plus destructif et de plus désagrégeant. Et il est d'ailleurs évident qu'il n'y a que les influences de cette sorte qui soient vraiment aptes à agir en vue de la dissolution. Dès lors, il n'est pas difficile de se rendre compte que tout ce qui tend à favoriser et à étendre ces interférences ne correspond, consciemment ou inconsciemment, qu'à une nouvelle phase de la déviation dont le matérialisme représentait en réalité un stade moins avancé, quelles que puissent être les apparences extérieures qui sont souvent fort trompeuses. Nous devons en effet remarquer à ce propos que des traditionalistes mal avisés se réjouissent inconsidérément de voir la science moderne, dans ses différentes branches, sortir quelque peu des limites étroites où ses conceptions s'enfermaient jusqu'ici, et prendre une attitude moins grossièrement matérialiste que celle qu'elle avait au siècle dernier. Ils s'imaginent même volontiers que, d'une certaine façon, la science profane finira par rejoindre ainsi la science traditionnelle, qu'ils ne connaissent guère et dont ils se font une idée singulièrement inexacte, basée surtout sur certaines déformations et contrefaçons modernes. Ce qui, pour des raisons de principe sur lesquelles nous avons souvent insisté, est chose tout à fait impossible. Ces mêmes traditionalistes se réjouissent aussi, et peut-être même encore davantage, de voir certaines manifestations d'influence subtile se produire de plus en plus ouvertement, sans songer aucunement à se demander quelle peut bien être au juste la qualité de ces influences. Et peut-être ne soupçonnent-ils même pas qu'une telle question ait lieu de se poser. Et ils fondent de grands espoirs sur ce qu'on appelle aujourd'hui la métapsychique, pour apporter un remède aux maux du monde moderne, qu'ils se plaisent généralement à imputer exclusivement au seul matérialisme, ce qui est encore une assez fâcheuse illusion. Ce dont ils ne s'aperçoivent pas, et en cela ils sont beaucoup plus affectés qu'ils ne le croient par l'esprit moderne avec toutes les insuffisances qui lui sont inhérentes, c'est que, dans tout cela, il s'agit en réalité d'une nouvelle étape dans le développement parfaitement logique, mais d'une logique vraiment diabolique, du plan suivant lequel s'accomplit la déviation progressive du monde moderne. Le matérialisme, bien entendu, y a joué son rôle, et un rôle incontestablement fort important. Mais maintenant, la négation pure et simple qu'il représente est devenue insuffisante. Elle a servi efficacement à interdire à l'homme l'accès des possibilités d'ordre supérieur, mais elle ne saurait déchaîner les forces inférieures, qui seules peuvent mener à son dernier point l'œuvre de désordre et de dissolution. L'attitude matérialiste, par sa limitation même,
ne présente encore qu'un danger également limité. Son épaisseur, si l'on peut dire, met celui qui s'y tient à l'abri de toutes les influences subtiles sans distinction, et lui donne à cet égard une sorte d'immunité assez comparable à celle du mollusque qui demeure strictement enfermé dans sa coquille. Immunité d'où provient, chez le matérialiste, cette impression de sécurité dont nous avons parlé. Mais si l'on fait à cette coquille, qui représente ici l'ensemble des conceptions scientifiques conventionnellement admises et des habitudes mentales correspondantes, avec l'endurcissement qui en résulte quant à la constitution psychophysiologique de l'individu, une ouverture par le bas, comme nous le disions tout à l'heure, les influences subtiles destructives y pénétreront aussitôt, et d'autant plus facilement que, par la suite du travail négatif accompli dans la phase précédente, aucun élément d'ordre supérieur ne pourra intervenir pour s'opposer à leur action. On pourrait dire encore que la période du matérialisme ne constitue qu'une sorte de préparation surtout théorique, tandis que celle du psychisme inférieur comporte une pseudo-réalisation, dirigée proprement au rebours d'une véritable réalisation spirituelle. Nous aurons encore par la suite à nous expliquer plus amplement sur ce dernier point. La dérisoire sécurité de la vie ordinaire, qui était l'inséparable accompagnement du matérialisme, est dès maintenant fortement menacée. Certes, et l'on verra sans doute de plus en plus clairement et aussi de plus en plus généralement qu'elle n'était qu'une illusion. Mais quel avantage réel y a-t-il à cela ? Si ce n'est que pour tomber aussitôt dans une autre illusion pire que celle-là et plus dangereuse à tous les points de vue, parce qu'elle comporte des conséquences beaucoup plus étendues et plus profondes, illusion qui est celle d'une spiritualité à rebours, dont les divers mouvements néo-spiritualistes que notre époque a vu naître et se développer jusqu'ici, y compris même ceux qui présentent déjà le caractère le plus nettement subversif, ne sont encore que de bien faibles et médiocres précurseurs.